Démarrer cet hommage qui va se passer en deux temps. Donc c'est un moment très important pour la commune d'Avesnes-le-Comte, pour Casimir Canel, et rétablir un petit peu certains faits en son hommage. Je me permets de saluer Madame Maryse Delassus, conseillère départementale. Merci d'être présente. Madame la présidente du Souvenir français, Madame Picard. Je salue les gardes d'honneur de Lorette qui nous font plaisir d'être avec nous, les membres de l'association des anciens combattants, les porte-drapeaux, merci d'être présents. Merci également aux membres de l'association Avesnes Patrimoine qui sont à l'initiative de ce que nous faisons aujourd'hui, de ce moment important. Mesdames, Messieurs, je vous salue, je salue également les membres du conseil municipal présents. Nous nous rassemblons pour rendre un hommage solennel à André Biguet au sein du carré militaire d'Avesnes-le-Comte. Parmi les 560 noms gravés au Panthéon en mémoire des écrivains tombés lors de la Grande Guerre, celui d'André Biguet, enfant d'Avesnes-le-Comte, occupe une place essentielle. Disparu à seulement 26 ans en 1918, il incarne à jamais le sacrifice d'une génération et l'éclat d'un talent trop tôt éteint. Né le 31 décembre 1892, au cœur de notre ville, au 47 Grand Rue, André Biguet grandit dans une famille de commerçants, bercé par les paysages et les souvenirs qui marqueront profondément son œuvre. Après des études à Lille, puis à Boulogne-sur-Mer et un séjour en Angleterre, il revient à Avesnes en 1911. C'est ici qu'il puise son inspiration, évoquant avec tendresse ce vieil Avesnes où je suis né, où j'ai vécu jusque 12 ans. Où chaque rue, chaque bois, comme celui où il cueillait enfant des murs noirs et bleus, devient le décor vivace de sa poésie. C'est dans cette terre natale qu'il commence à façonner son recueil, Le feu et la cendre. Témoignage d'une sensibilité rare et d'une maturité précoce. Et vous entendrez d'ailleurs tout à l'heure un extrait qui sera lu par les enfants de l'école Jules Ferry, la classe de CM2, que je remercie d'être présents également, j'ai oublié de les citer, et qui vont nous réciter tout à l'heure un poème, et qui ont réalisé l'œuvre qui se trouve juste derrière moi, qui reprend aussi quelques mots d'André Biguet. La guerre survient en 1914. Bien que dispensé de service militaire pour raison de santé, André Biguet choisit de s'engager. Brillant élève officier, se distingue par son courage et son abnégation, d'abord en Serbie, puis en Macédoine, où il contracte le paludisme. Rentré en France en 1916, il épouse Marie-Louise Leblanc, fille de l'écrivain Maurice Leblanc, auteur d'Arsène Lupin. Leur union, bien que brève, sera marquée par une profonde complicité nourrie d'une correspondance où transparaît l'espoir malgré l'horreur des tranchées. Nommé lieutenant, André Biguet retourne au front le 8 octobre 1918 à Pongivard, près d'Auménancourt. Alors que la victoire se dessine enfin, il tombe sous les éclats d'un obus, donnant à ses hommes un bel exemple de bravoure, comme le souligna la citation accompagnant sa décoration posthume. À titre exceptionnel, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur, reconnaissance ultime d'un parcours militaire aussi bref qu'héroïque. Son corps, d'abord inhumé au cimetière de Villers-Franqueux, dans la Marne, a été ramené à Avesnes-le-Comte, afin d'y reposer parmi les siens, pas très loin de son église, comme il l'avait lui-même imaginé dans ses vers. La nuit descend, il tombe un pétale fané, et j'écoute chanter en moi, pure et lointaine, la cloche du petit clocher où je suis né. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force particulière, alors qu'André Biguet rejoint symboliquement le carré militaire d'Avesnes-le-Comte. Poète, soldat, fils et époux aimant, André Biguet était bien plus qu'un nom gravé dans le marbre. Il était un artiste dont la plume, aussi délicate que déterminée, a su capturer l'âme d'un territoire et l'obscurité d'une époque. Son recueil, Le feu et la cendre, publié à titre posthume, reste un héritage littéraire précieux où se mêlent la douceur des souvenirs avesnois et l'ardeur d'un idéal brisé par la guerre. En intégrant aujourd'hui notre carré militaire, André Biguet retrouve sa place parmi ceux qui, comme lui, ont offert
leur jeunesse pour défendre des valeurs qui nous unissent encore. Puissons-nous, à travers ce geste, perpétuer sa mémoire et honorer l'engagement de tous les enfants d'Avesnes-le-Comte qui, hier comme aujourd'hui, servent leur pays avec honneur. André Biguet a été tué à l'âge de 26 ans, quelques jours avant la signature de l'armistice. Que son exemple nous rappelle l'importance de préserver la paix, de cultiver la beauté là où elle se niche et de transmettre aux générations futures le devoir de mémoire qui nous incombe. Je vous remercie. Bon, Monsieur le maire a fait un très beau discours, je ne vais pas reprendre. Non, c'est très bien. Alors, simplement, je vais rajouter quelques mots. Pourquoi on a fait cette cérémonie ici? Notre association Avesnes-le-Comte Patrimoine a voulu, pour cet Avesnois célèbre, inscrire au Panthéon un lieu de recueillement, d'où le choix de cette croix, avec son nom dans le carré militaire français, avec ses camarades. Je cite ces vers d'André Biguet, que vous avez dit, bon, je l'ai répété parce qu'ils sont très beaux. Ces vers sont très beaux. La nuit descend, il tombe un pédale fané, et j'écoute chanter en moi, pure et lointaine, la cloche du petit village où je suis né. Et d'abord, on l'entend très bien ici. Avant d'écouter les enfants de CMD, je vous propose de remettre peut-être devant la croix où le nom d'André Biguet a été inscrit, de remettre les fleurs des associations mais aussi de la commune. Je vais demander aux enfants, à 2 enfants. Je laisse le professeur désigner les enfants. Où est-ce qu'elle est la gerbe du soulier? Ils vont aller déposer la fleur. Là aussi. Fais des photos. Bah, là ou là? Là. Tu le mets là, tu le mets là. Je vous demande donc de respecter un instant de recueillement. Je vous remercie. La parole est aux enfants maintenant. Au loin, dans le sombre. Et le canon parfois soupire. Nous marchons pensifs sans parole. Le cœur serré, les yeux sans feu. Mais quand la nuit couvre nos geôles, chacun revoit un coin de bleu. Ce bleu, c'est le ciel de la France. C'est la maison où on prend l'amour. C'est l'espérance et la présence. D'un beau matin après le jour. Des chansons de route, c'est celui qui est affiché là-bas. Et maintenant le deuxième poème, c'est Soldat. Soldat, extrait du même recueil. Il dort au creux du champ tranquille. Sous un manteau d'herbe et de fleurs, la guerre a passé inutile. Mais son courage
courage a fait des pleurs. Il dort sans haine et sans colère. Loin du canon, loin des armes. Au sommet, la terre claire. Perd son corps, son rêve au front. Au doux repos du soldat brave. Que nul tambour ne vient troubler. Que le vent passe et qu'il élève. Son nom perdu dans le bleu clair. Merci pour ces poèmes. Et nous n'avons pas tout à fait terminé. On peut peut-être applaudir les enfants. Puisqu'on terminera cette première partie au niveau du carré militaire par un dernier poème. Et je laisse Madame la Présidente du Souvenir Français le lire. Je vous tends le micro. Merci. Le Souvenir Français a pour but d'être présent et de pouvoir honorer avec vous les soldats morts pour la France. Ces soldats morts pour la France, ici ce sont les soldats de la guerre de 14-18, mais nous honorons également les soldats de toutes les guerres, hein, du moment que sur leur tombe est inscrit la formule « Mort pour la France ». Suivant la devise du Souvenir Français, « À nous le souvenir, à eux l'immortalité ». Je vais vous lire un poème. Je ne serai pas aussi peut-être intéressante peut-être que celui que vous avez lu, qui est très très beau. C'est en promenant dans une campagne où j'ai rencontré un petit cimetière dans lequel il y avait des croix blanches, comme celle-ci, et des croix noires. Donc je me suis intéressée à savoir pourquoi il y avait des croix noires. Je n'étais pas au courant à ce moment-là. Donc j'ai écrit un petit poème qui s'appelle « Croix noire, croix blanche ». Dans le petit cimetière de ce coin d'Artois se dressent l'une contre l'autre d'humbles croix, l'herbier rase et bien entretenu. De place en place, un rosier menu apporte une note de couleur rouge. Le temps s'est arrêté, rien ne bouge. Calme et paix règnent sur cette terre, pétrie de sang et de misère. Dans ce lieu, le cœur s'étreint et de compassion s'empreint. Croix blanche, croix noire, tant de souffrance et d'espoir ont ici dans les cris et les hurlements. Blanches et noires, ces croix lancent vers le ciel un cri de foi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, je vais vous rendre le micro. Je pense qu'il y a des membres de la famille de Casimir Canel. Vous pouvez peut-être avancer avec nous si vous voulez. C'est un moment important pour la famille Canel aussi, donc je vous salue déjà. Quelques mots en mémoire de Casimir Canel, pour toute la famille Canel, mais aussi à destination des jeunes Avesnois, pour ne pas oublier. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un acte de justice et de mémoire. Un acte qui dépasse les frontières du temps
et les silences de l'histoire. Nous réhabilitons solennellement Casimir Canel, enfant d'Avesnes-le-Comte, soldat de la Grande Guerre, fusillé le 12 juin 1917 à l'âge de 21 ans pour rébellion et refus d'obéissance. Ce n'est pas seulement le nom d'un homme que nous restituons à la dignité. C'est une page douloureuse de notre histoire collective que nous tournons enfin. Une page où la raison d'État a écrasé l'humanité, où la peur a étouffé la clémence, où les jeunes gens, brisés par l'horreur des tranchées, furent sacrifiés pour l'exemple. Permettez-moi de rappeler qui était Casimir. Né à Avesnes-le-Comte le 1er mars 1896, dans une famille modeste, son père boucher, sa mère ménagère. Il grandit dans notre village, reçoit une instruction primaire solide et apprend le métier de tailleur. À 18 ans, la guerre l'arrache à sa jeunesse. Il sert avec courage Verdun, où il survit à l'enfer des bombardements et à l'abandon des blessés. Le chemin des dames, où son régiment, le 18e RI, subit des pertes effroyables, 838 hommes en quelques jours, pour une offensive inutile, mal préparée et meurtrière. Casimir n'était ni un lâche, ni un traître. Les archives militaires le confirment. Ses supérieurs l'ont dit, c'était un soldat qui se comportait bien au feu. Comme des milliers d'autres, il a tenu jusqu'à ce que l'absurdité de la guerre et l'incompétence des généraux brisent sa résistance. Le 27 mai 1917, à Villers-sur-Fer, Casimir et ses camarades refusent de remonter en première ligne après le massacre du chemin des dames. Leur révolte n'est pas un complot, mais l'explosion d'une souffrance indicible. Désordre incompréhensible, la bataille continue, qu'on se dise bien qu'il n'y a pas de relève. Des conditions inhumaines, blessés, abandonnés 48 heures sur le champ de bataille, artillerie française tirant sur ses propres soldats, permission suspendue, un espoir brisé, celui d'une paix proche, alors que la révolution russe fait naître l'espoir d'un arrêt des combats. Casimir a crié sa colère, comme des centaines d'autres. Il a été désigné comme bouc émissaire dans une répression aveugle. 125 condamnations pour le 18e RI, dont 5 peines de mort, exécutées en 48 heures. Son crime, avoir participé à une manifestation, sous l'emprise de l'alcool, sans armes chargées, aucun antécédent disciplinaire, aucun fait de violence avéré contre un supérieur, juste la fatigue, la peur et l'injustice. En 7 jours de l'arrestation à l'exécution, le Conseil de guerre a jugé 12 hommes, aucun avocat commis d'office. Des témoignages contradictoires, une instruction bâclée sous les bombardements. Le général Duchesne écrivait lui-même « J'estime que l'exécution doit avoir lieu dans les plus brefs délais dans l'intérêt supérieur de la discipline » en juin 1917. Casimir a été fusillé à 4 heures du matin le 12 juin 1917 avec 2 autres soldats. Pourquoi réhabiliter Casimir Canel aujourd'hui? Parce que la République doit réparer ses erreurs. Parce que la mémoire de nos morts ne peut être sélective. Parce que la vérité historique est établie. Les mutineries de 1917 étaient un mouvement de désobéissance collectif et légitime, pas une trahison. Parce que la justice a évolué. Depuis 1998, la France reconnaît la responsabilité de l'État dans les exécutions sommaires. C'est la loi sur les morts pour la France. Pour notre devoir de transmission, les jeunes générations doivent savoir que la guerre n'est pas seulement héroïsme, mais aussi doute, révolte et parfois injustice. Ils sont entrés vivants dans l'immortalité.
lit-on sur les monuments. Cette phrase doit désormais s'appliquer à tous nos enfants morts pendant la guerre, sans distinction. Casimir Canel n'était pas un héros au sens traditionnel. Il était un jeune homme comme ceux que nous croisons chaque jour, courageux, imperfectible et profondément humain. Son erreur fut de croire que sa vie valait mieux plus qu'un ordre absurde. En le réhabilitant, nous disons non à l'arbitraire qui sacrifie des vies pour l'exemple, oui à la mémoire apaisée qui reconnaît les failles de notre passé pour construire un avenir plus juste. Je terminerai par les mots de l'historien André Loez. Réhabiliter les fusillés, c'est rendre hommage à ceux qui ont dit non quand le oui était une condamnation à mort. C'est rappeler que la dignité humaine prime sur l'obéissance aveugle. Je vous remercie. Je peux simplement rajouter s'il y a une réhabilitation morale et mémoriale pour les fusillés pour l'exemple, comme dans toutes les associations qui existent tout partout de la population, les associations patriotiques, les Gardes de Lorraine, Souvenirs français, même pour les politiques. Jospin avait remis en 98 dans son discours les fusillés pour l'exemple sont des soldats comme les autres, et en 2014 également par François Hollande. Donc c'est une réhabilitation morale, juridique, mais pas juridique, parce que malheureusement ça pose encore des problèmes. En 2023, le Sénat a retoqué une proposition de loi de l'Assemblée nationale pour amnistier. Donc de point de vue juridique, c'est l'amnistie totale qui n'existe pas encore. En France, c'est toujours très difficile de revenir sur la chose jugée. C'est malheureusement quand même 100 ans après, ça pose encore des problèmes, même pour quelque chose qui est totalement injuste. Je voulais aussi ajouter que Casimir a une autre particularité, c'est le seul fusillé pour l'exemple qui a son nom inscrit sur le monument aux morts d'Avesnes-Comps depuis sa construction en 1921. C'est le seul. Ça montre que pour les Avesnois, ses camarades, il était mort comme tout le monde, comme les autres, mort pour la France. Il essaie de pas à nos morts pour la France, comme ils étaient appelés à l'époque. Voilà, merci. Il y a une deuxième gerbe de fleurs qui va être déposée. Je vous propose que nous prenions un instant de repos. Je vous remercie. En arrivant dans ce nouveau cimetière pour nous diriger vers la tombe de Casimir Canel et de sa famille d'ailleurs, les enfants me disaient qu'ils connaissaient la Marseillaise et nous ne l'avons pas chantée dans le carré militaire. Je vous propose qu'on reprenne ensemble la Marseillaise avec les enfants bien sûr. Vous êtes prêts ? Allons enfants de la patrie.
patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Très bien. Je vous remercie. Je vous propose d'avancer jusqu'à la mairie où on prendra le verre de l'amitié.